Intervenez en direct sur RMC dans 100% Bachelot au 32-16 avec Roselyne Bachelot. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot, vous êtes sur RMC, vous êtes sur 100% Bachelot. Plus de 1 million de nos enfants sont victimes de harcèlement à l'école, beaucoup souffrent en silence, certains en vont même jusqu'au suicide. Que faisons-nous contre ce fléau? Nous en débattons avec la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Opinion, solution, 100% Bachelot sur RMC. Avez-vous idée de ce que c'est que d'aller au collège, la boule au ventre, l'envie de courir à toutes jambes, l'envie de fuir pour ne pas mourir à un petit feu? J'avais vraiment peur de vous, de vos regards et de vos mots. Ces mots, justement, ils ont été écrits sur un site internet dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire. Ils ont été écrits par une jeune femme, ex-victime elle-même. Chaque année, chaque jour, le phénomène touche des centaines de milliers d'élèves de l'école jusqu'au lycée. Phénomène encore accru par le développement ces dernières années des réseaux sociaux. Chaque année, Roselyne, 3 ou 4 adolescents en moyenne, se donnent la mort pour mettre fin à cette souffrance. Je rappelle d'ailleurs le très beau témoignage de cette mère, Nora, avec sa fille décédée par suicide, Marion, 13 ans pour toujours. Il y aura d'ailleurs sur France 3, je vous le signale, le film qui a été réalisé par Bourlem Gergiou avec Julie Gaillet à partir du livre de cette maman, de la maman de Marion, et qui donnera lieu à un débat par la suite, et c'est une soirée à ne pas manquer. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être là avec nous, alors que je sais que la rentrée pour une ministre de l'Éducation, c'est évidemment un agenda tout à fait dément, mais le sujet mérite qu'on en parle. C'est aussi une de vos priorités, ce combat contre le harcèlement à l'école? Oui, c'est une priorité évidemment du ministère. Je voudrais d'ailleurs juste revenir sur le film que vous avez annoncé, donc qui tourne autour du sort tragique de Marion Fraisse. C'est un film assez poignant, hein. J'ai eu l'occasion de le voir et je pense que le public n'y restera pas indifférent. Et je veux dire à nouveau à Nora Fraisse, qui est la mère de cette jeune fille qui s'était suicidée, tout notre soutien, et à quel point je sais combien ce doit être douloureux et même infâme de perdre son enfant dans ces conditions-là. Et en même temps, si vous me le permettez, je voudrais juste rappeler cette fois-ci en tant que ministre de l'Éducation nationale que une procédure judiciaire est en cours s'agissant de cette mort tragique de Marion Fraisse, et que du coup ce que présentera le film, c'est une version des faits, mais la justice doit intervenir pour dire ce qu'il en est, parce que derrière cela, oui bien sûr, parce que derrière cela c'est la question de l'équipe pédagogique, du chef d'établissement, des autres élèves de l'établissement, dont les responsabilités ou pas doivent être mieux établies. Donc il faut être très prudent dans notre façon, en tout cas, de commenter cette affaire qui est désormais en justice. En revanche, au-delà du cas individuel, c'est vrai que Nora Fraisse aura, donc la maman, aura beaucoup contribué à faire évoluer notre politique en matière de lutte contre le harcèlement, et on s'est beaucoup inspiré de ses recommandations, de ses combats, pour installer tout ce que nous avons fait, notamment depuis maintenant 2013, et que nous avons poursuivi surtout depuis l'année dernière, avec une journée nationale consacrée à la lutte contre le harcèlement, qui aura lieu cette année le 3 novembre prochain, et qui est un moment où nous devons mobiliser tout le monde, et notamment les témoins, parce qu'on a souvent parlé aux auteurs de harcèlement, aux victimes de harcèlement, pas assez souvent aux témoins, pour leur dire vous y pouvez quelque chose aussi, en brisant le silence. Alors, on va en reparler tout à l'heure dans un instant avec Justine Atlan, qui est présidente de l'association e-Enfance, mais peut-être un mot d'actualité, si vous le permettez, Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez lancé un sacré pavé dans la mare avec l'extension de la scolarité obligatoire qui passe de 6 à 16 ans, de 3 à 18 ans. Alors, là, je dois dire que les réseaux, les journalistes sont sur le pont. Pardonnez-moi, c'est la question d'actu. Je vous avoue comme cela que autant l'extension de la scolarité vers les bas âges, parce qu'on sait que là tout se passe, je vois pas trop en quoi l'extension de la scolarité à 18 ans va combattre le décrochage scolaire.
Bon, d'abord, soyons clairs, il ne s'agit pas d'annoncer une réforme qui va être faite avant la fin du quinquennat. Vous savez bien que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une réflexion pour ce que doit être la politique éducative de nos prochaines années. Et c'est une ambition, un souffle. D'abord, c'est le sens de l'histoire. Comme vous le savez, la scolarité a été obligatoire d'abord jusqu'à 14 ans, puis ensuite jusqu'à 16 ans. Donc, qu'on puisse se poser la question, on ne serait pas le seul pays à le faire. Puisque autour de nous, ces dernières années, on ne le dit pas assez dans le débat, mais l'Allemagne est passée à 18 ans de scolarité obligatoire. La Grande-Bretagne y est passée, l'Italie y est passée, les Pays-Bas y sont passés. Donc il y a quand même un petit sujet. Enfin, je veux dire, sauf si on a raison contre tout le monde, il y a un petit sujet. Quel est ce petit sujet ? C'est le sujet de l'ambition d'élever le niveau de qualification de notre population. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre tant de gens à 16 ans qui se dispersent dans la nature sans diplôme et sans qualification, qui constitue donc ensuite une charge pour la société. Je n'ai de cesse de rappeler qu'un décrocheur, ça coûte 230 000 € à la société. Donc, c'est pas comme si c'était indolore, ça coûte à la société. Et ces décrocheurs qui sortent sans qualification du système scolaire à partir de 16 ans, c'est là qu'on les retrouve les plus nombreux, à peu près 80 000 par an, sur les 110 000 décrocheurs totaux. Eh bien, ces décrocheurs, quand vous regardez 4 ans après leur sortie du système scolaire sans qualification, la moitié d'entre eux n'ont toujours pas de job. Donc vraiment, une fois qu'on a compris ça et qu'on se dit, on sort un peu des cas individuels, on s'élève, on prend du recul et du champ et de l'ambition pour le pays, on se dit, notre intérêt, c'est évidemment de se battre pour que ces jeunes gens de 16 ans ne décrochent pas. Et donc, comment on se bat, juste j'en termine là, comment on se bat pour qu'ils ne décrochent pas ? En imposant au pouvoir public l'obligation de traiter ces jeunes-là de 16 à 18 ans. Donc finalement, cette scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, elle s'impose moins aux élèves qu'au pouvoir public, à la puissance publique, de ne pas les abandonner. Parce que ensuite, à partir de 16 ans, on sait très bien qu'il y a des élèves qui, parce qu'ils font un CAP, parce qu'ils sont en apprentissage, etc., ont une solution de vie active qui leur va très bien. Et cela, on ne leur imposera pas de retourner à l'école, mais les pouvoirs publics doivent gérer les autres. J'ai très envie de vous réinviter pour une spéciale allongement de la scolarité obligatoire. L'invitation est lancée. On en revient à notre débat. Bonjour Justine Atlan, je suis très heureuse que vous soyez là, présidente de l'association e-enfance. Quel constat faites-vous sur la situation du harcèlement à l'école ? On a le sentiment que toutes ces nouvelles techniques numériques ont été le nid des harceleurs et des barbares qui s'attaquent à nos enfants. Ce sont nos enfants qui s'attaquent à nos enfants. Hein. Oui, non mais bien sûr. Non mais ils ont trouvé le moyen. Absolument. On a mis l'arme dans leurs mains. Que les parents aient conscience de ça quand ils parlent à leurs enfants, que leur enfant peut être victime, mais peut aussi être effectivement responsable et en tout cas massivement participer, notamment grâce à ces réseaux sociaux entre guillemets pour le grâce bien sûr, qui effectivement permettent d'agréger beaucoup d'enfants qui n'auraient pas harcelé de visu et qui effectivement sont assez dédouanés par l'anonymat des objets numériques, ne sont pas confrontés à la douleur que ça produit directement sur l'enfant qui est victime et donc s'emballe comme ça dans une forme de lynchage. C'est vraiment ça qui se passe en ligne contre la victime. Vous confirmez le chiffre qui m'a paru incroyable de 40% d'enfants victimes d'agressions plus ou moins sévères par les nouveaux moyens de communication. Oui, c'est ce qu'on appelle les cyberviolences qui ne sont pas le harcèlement. Donc, parce que c'est vrai que souvent on mélange un peu la cyberviolence dont vous avez peut-être vous aussi été victime en étant une personne connue. Voilà. Oui. Les politiques en sont particulièrement l'objet. Donc les jeunes en sont effectivement très acteurs entre eux. Donc la cyberviolence, oui, ça, c'est même plus de 40% sans doute. La majorité l'ont vécu. Le cyberharcèlement, il y a vraiment la répétition des actes, cet acharnement, cette volonté de nuire très caractérisée, qui fait que l'enfant effectivement est victime de d'actes répétés dans la journée sur longtemps, d'une volonté vraiment de mise à mort, parce que c'est vrai qu'il y a ça derrière, en tout cas pour un petit groupe. Et ça, bien évidemment que les outils numériques ont effectivement énormément développé ces comportements. Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qu'on fait de spécifique sur cette violence cybernétique ? C'est quoi les outils dont nous disposons ? Alors d'abord, j'évoquais tout à l'heure la journée nationale consacrée à la lutte contre le harcèlement qui cette année aura lieu le 3 novembre. Sa thématique cette année, c'est précisément le cyberharcèlement. Parce qu'il y a, comme le disait Justine Atlan, une spécificité quand même du cyberharcèlement qui est que d'une certaine façon, ça peut paraître moins douloureux parce que c'est pas physique,
mais en réalité, ça l'est sans doute plus parce que ça ne s'arrête jamais. Le cyberharcèlement, un enfant, on peut même pas espérer qu'une fois qu'il aura quitté l'école, qu'il sera rentré chez lui, qu'il aura fermé la porte de sa chambre, il arrêtera d'être harcelé. Non, ça continue, y compris dans la solitude de sa chambre. Donc, qu'est-ce qu'on fait contre cela ? Je pense que, de manière générale, contre le harcèlement, c'est la prévention qui marche. C'est-à-dire... On va en parler peut-être un petit peu plus tard. Oui, mais pour le cyberharcèlement, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que dans le cadre du nouvel enseignement moral et civique, désormais, on aborde systématiquement les questions de harcèlement pour attirer l'attention des élèves, etc. Le fait qu'on ait une éducation aux médias et à l'information pour faire des élèves des petits citoyens numériques aussi, tout ça aide à protéger contre le cyberharcèlement. Alors, justement, Roselyne, on a un appel au 3216, celui de Kevin. Il est professeur des écoles et il a une histoire très intéressante à nous raconter. C'est un vrai témoignage. On parlait tout à l'heure, vous parliez, Madame Atlan, des enfants qui harcèlent d'autres enfants. On va écouter son histoire. Bonjour Kevin, vous êtes professeur à Grand-Champ-des-Fontaines, ça c'est en Loire-Atlantique, si je ne m'abuse. Racontez-nous votre histoire, Kevin. Bonjour. Bonjour Madame la ministre, bonjour Madame l'ancienne ministre et bonjour Monsieur le peut-être futur ministre Rémi Barré. C'est pas mes prétentions, mais on sait jamais. Allons-y, vous avez gardé votre sens de l'humour, Kevin. Oui, racontez votre histoire. Hein. Alors le sujet m'intéresse triplement en fait, c'est-à-dire que moi je suis un ancien élève harcelé à mon entrée au collège, puis un ancien élève harceleur puisque je suis passé ensuite de l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui, je suis enseignant, donc confronté obligatoirement à ces questions de harcèlement. Vous pensez que c'est parce que vous avez été harcelé que vous êtes devenu un harceleur ? Il y a eu chez vous une sorte de chemin de vengeance ou de reproduction de ces violences dont vous avez été la victime ? Alors, je sais pas, c'est une question de reproduction, il y a une question d'avoir envie d'être du bon côté, finalement. C'est-à-dire, une fois qu'on a subi ce harcèlement, donc moi, ça a été à l'entrée au collège, donc j'ai fini par m'en sortir d'une façon un peu originale, en mettant mon poing dans la figure à un harceleur. C'est une solution, effectivement, mais enfin, nous saurions la préconiser sur ce studio. Mais je ne la préconise pas avec mes élèves non plus, bien entendu, mais dans les faits, c'est comme ça que j'ai fini par sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Et ensuite, à un moment donné, il y a la question de l'acceptation dans un groupe, et le fait de diriger finalement pas sa haine, mais ses attaques, son ressentiment, Voilà, son ressentiment sur quelqu'un d'autre, c'est aussi appartenir à un groupe, et ce groupe qui va harceler un autre enfant. Et c'est fou comme on peut, en tant qu'enfant, basculer de l'un à l'autre en oubliant finalement ce qu'on a vécu et en le faisant subir à d'autres. Merci Kevin. Agnès, autre témoignage. Bonjour Agnès, vous êtes charentaise, vous. Vous aussi, vous avez été victime de harcèlement ? Alors, ce n'est pas moi, mais c'est mon enfant qui a été victime de harcèlement. Votre fils, votre fille ? Ma fille. Et alors ? Donc, qui était en primaire, donc ça a commencé en CP jusqu'à l'année dernière. Où, c'est vrai qu'en CP, au niveau le maître, les maîtresses, tout ça, s'en sont bien occupés parce que c'était un petit harcèlement. Sauf que plus les années passaient, automatiquement, tout le monde grandit et le harcèlement grandissait. Petit devient plus grand, comme l'enfant. Tout à fait. Donc, jusqu'à menacer de mort, jusqu'à à prendre les lunettes de mon enfant, les jeter par terre, la coincer dans les WC. Et puis, harcèlement moral, physique, t'es trop grosse pour rentrer dans un bus. Enfin bon, voilà. Oui, ça a été vraiment très très dur pour notre enfant. Donc au niveau scolaire, évidemment, il y a eu des mauvais résultats scolaires. Mauvais résultats avec nous, c'était catastrophique. Elle était vraiment très, même violente vis-à-vis de nous. Et puis quand on a interpellé tout le monde, on a eu des rendez-vous avec les parents. Il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Tout le monde s'est déplacé, tout le monde a entendu. Sauf que rien n'a bougé, rien. Bon, écoutez, Agnès, devant votre témoignage, je me tourne vers Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que je peux lui demander juste en quelle année allez-y. Bonjour Agnès, est-ce que je peux vous demander en quelle année tout ça s'est produit ? Jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, d'accord.
Bon, alors il y a deux choses importantes dans le témoignage d'Agnès que je remercie, Agnès. C'est la reproduction, l'enfant harcelé qui devient harceleur à son tour. Est-ce qu'il y a pas une prise en charge spécifique? Est-ce que les psychologues, les médecins scolaires se sont avertis de ce cheminement? Je dis pas inévitable, mais plus fréquent en fait. Il y a une chose qui est très importante, mais c'est ce que Justine Atlan disait tout à l'heure. On parle de nos enfants, qu'il s'agisse des harcelés ou des harceleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est tout aussi important de prendre en charge, bien sûr, la victime, que de se poser la question de savoir comment on fait changer le comportement de l'auteur. Et donc, qu'il y a des solutions qui parfois ont pu être imaginées de façon un peu simpliste par le passé, du style, on change d'établissement scolaire, soit la victime, soit l'auteur, ou on se contente d'une sanction disciplinaire et puis point, on n'en parle plus, qui ont prouvé leurs limites. Il faut absolument un travail éducatif pour que le harceleur comprenne la gravité de ses faits. Et par ailleurs, il faut aussi un travail éducatif avec la victime pour qu'elle ne se retrouve pas aussi dans cette posture, cette spirale de la victime, tout simplement. Donc, et je trouve que c'est très intéressant dans les deux témoignages d'entendre cette idée qu'on peut passer d'un statut à l'autre, parce que finalement, ce que ça prouve bien, c'est que le harcèlement, c'est pas un fait divers isolé qui concerne que deux ou 5 personnes. Non, c'est une question collective qu'on aborde collectivement. C'est un phénomène de société, d'où l'importance, par exemple, de ce que nous avons développé. Vous connaissez ce prix non au harcèlement. L'année dernière, et c'est 1200 établissements, écoles, collèges, lycées, qui y ont participé, plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui, du coup, ont fait dans leur classe des jeux de rôle, se positionnant les uns en auteurs, les autres en victimes, les autres en témoins, pour bien comprendre les phénomènes à l'œuvre et savoir les faire basculer. Et c'est ça qu'on veut faire. Le rôle des élèves eux-mêmes est particulièrement important. C'est pour ça qu'on a développé et généralisé même les ambassadeurs lycéens sur la question du harcèlement dans toutes les académies. Merci de m'offrir cette transition, Najat Vallaud-Belkacem, puisque on attend vos solutions au 32-16 et c'est tout de suite sur RMC dans 100% Bachelot. RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot. RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot. Roselyne Bachelot. Témoignage poignant sur RMC dans 100% Bachelot d'enfants harcelés. Nous en débattons avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem, avec Justine Atlan, présidente de l'association e-Enfance. Il y a des solutions pour combattre le harcèlement à l'école. Tout de suite, nous avons Rémi, une victime de harcèlement Jackie qui a Pamard. des solutions. Exactement, Jackie Pamard, que nous avons en ligne, est une ancienne victime du harcèlement scolaire. Bonjour Jackie Pamard, bonjour Jackie. Vous avez été harcelé et vous avez des solutions. Quelles sont vos solutions, Jackie ? Avant toute chose, je pense que les solutions, ça réside vraiment dans un esprit de communauté au sens large. C'est-à-dire que je suis vraiment partisan de former l'intégralité des élèves, des parents d'élèves et des éducateurs. Pourquoi ? Parce que si on ne forme pas tout le monde en même temps, ou en tout cas la même année, il n'y a pas la même écoute, il n'y a pas les mêmes protocoles, et la communauté scolaire ne possède pas du tout les mêmes réflexes. Oui, c'est ça, les mêmes fondamentaux. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très très important. On a parlé aussi du témoin, je trouve que c'est très important, parce que c'est vrai qu'on oublie de le dire, mais les témoins, c'est les premiers publics des enfants harceleurs. Et si il y a le chiffre assez étonnant de 85% de ces harcèlements qui sont en fait des harcèlements qui se passent en groupe. Et oui, voilà. C'est ça, moi, qui m'interpelle beaucoup. Parce que si on forme les témoins, on va développer chez eux des espèces de réflexes d'assistance. Et si les harceleurs sentent qu'ils n'ont plus de public, la violence du groupe va s'effacer. Et le dernier point, si vous me permettez. Oui, allez-y, Jackie. C'est sur la partie d'éducation aux médias. Je trouve que c'est très très intéressant. D'une part parce que ça contribue à faire baisser les cyber-violences. Oui, ça sert pas que contre le harcèlement, c'est vrai. Non, voilà. Ce qu'on voit, c'est que les réseaux sociaux, c'est des nouveaux médias qui sont très prisés
par les jeunes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je trouve aussi que les thèmes des violences rejoignent très souvent l'actualité. On a un grand exemple. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup avec malheureusement le contexte actuel en France, d'insécurité, d'attentats terroristes. Donc c'est vrai que le thème de l'identité est assez fort dans l'actualité. Et j'interviens souvent dans les écoles et c'est vrai que c'est quand même en ce moment une des causes qui est quand même assez forte chez le harcèlement, dans le harcèlement à l'école. Et c'est pour ça que il y a des dérives communautaires dans le harcèlement. C'est ça que vous voulez dire? Oui, parce qu'il y a des raccourcis. Les enfants font beaucoup de raccourcis par rapport à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation aux médias, c'est une vraie priorité. J'avais déjà soulevé cette question-là quand il y a eu le débat sur le mariage pour tous. Restons au harcèlement, Jackie. On va pas ouvrir un autre chapitre. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que on a beaucoup parlé de ça dans les médias. Je ne suis pas, je ne donne pas mon avis. Alors, je crois, Jackie, qu'on vous a bien compris. Merci, Jackie, d'être intervenu avec vos solutions. Najat Vallaud-Belkacem, deux idées fortes dans ce que vient de nous dire Jackie Pamard. L'éducation de la totalité, de l'ensemble de la communauté scolaire. Pas traiter ça en appartement, si je puis dire. Et l'importance d'une éducation aux médias. Qu'est-ce que vous pensez de ces pistes? D'abord, pardon, Roselyne Bachelot, mais je vais, à l'encontre de votre interruption, je vais revenir sur ce que disait Monsieur Pamard à l'instant, en faisant le lien avec le mariage pour tous, parce qu'en fait, il a raison. Parce qu'en fait, ce qu'il cherchait à dire, si je l'ai bien suivi, qu'il m'interrompe si c'est pas le cas, c'est que il faut collectivement que nous fassions attention au débat que nous portons publiquement, à la parole que nous portons publiquement, parce que bien entendu, quel impact ce qui se passe dans les cours d'école de nos établissements scolaires. Et donc, en effet, quand il y a eu des dérapages, des dérives dans les débats publics autour de l'homosexualité, quand il y a eu des propos homophobes qui ont été tenus au plus haut niveau du débat politique, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avec un lâchage grave sans plus aucune limite des homophobes. Et par définition, les enfants sont l'éponge de tout ça et donc ils reproduisent ce type de comportement dans les cours d'école. Et donc, ce qu'il disait là à propos de l'homophobie, on peut le retrouver sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire que si on laisse les propos sexistes, par exemple, se tenir comme ça sans taper du poing sur la table à chaque fois dans le débat public, on va retrouver aussi dans les cours d'école encore une autre forme de sexisme. Il y a un effet de modélisation, d'imitation par nos enfants. Et sur le terrorisme et la peur de l'autre. Exactement, sur le terrorisme, la peur de l'autre, parfaitement. Et donc, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je disais tout à l'heure que le harcèlement doit tous nous concerner collectivement, d'où cette journée nationale, pour attirer l'attention sur chacun d'entre nous, et si possible, notamment les adultes, parce qu'on est quand même a priori les plus responsables, sur la nécessité de mesurer nos propos et nos discours. Après, j'en reviens à ce qu'il disait sur l'éducation aux médias et à l'information. Je pense que, en effet, par l'éducation aux médias et à l'information, on n'apprend pas simplement aux élèves finalement à se méfier de ce qui circule sur les réseaux sociaux, la désinformation, la protection de leurs données personnelles, théories complotistes, etc. On leur apprend aussi tout simplement la citoyenneté, en fait, parce que comprendre qu'il n'y a pas un espace de vie collective, y compris Internet, qui ne soit dénué de règles, qui soit un espace de non-droit, c'est une façon déjà de s'inscrire dans un monde de droit avec des règles, avec protection des personnes, des plus fragiles, altérité, etc. Donc du coup, je trouve que l'éducation aux médias et l'information, en fait, elle est plus vaste que la seule question des médias et de l'information d'une certaine façon. C'est vraiment la citoyenneté qui est en jeu. Alors, nous avons... Un appel au 32-16, celui de Cécile, elle a 23 ans, elle nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Cécile. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule Cécile. On attend votre témoignage. Vous avez été vous-même victime de harcèlement, vous avez des solutions ? Oui, tout à fait. Donc moi j'avais déjà témoigné sur RMC au mois de février avec Monsieur Bourdin. Par rapport à mon expérience. Vous êtes fidèle à RMC, vous avez raison. C'est ça. Et du coup, donc voilà, moi je voulais parler avec Madame la Ministre par rapport aux solutions qui pourraient être trouvées. Elle vous écoute.
Très bien. Donc, en fait, voilà, moi, par exemple, je sais que j'ai passé le BAFA pour travailler après au niveau scolaire et périscolaire. Et je sais qu'on a une formation dans le BAFA, une partie qui est sensibilisation par rapport au harcèlement, aux violences, etc., avec les enfants. Comment déceler, etc. Et je trouve que les professeurs, par exemple, ne sont pas aptes à déceler ça. Je ne sais pas s'il y a des formations qui sont mises en place, mais je pense que ce serait bien de faire un rappel, peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans, d'avoir une formation d'une demi-journée ou d'une journée complète avec des cas pratiques, etc., pour valoriser justement de déceler ça, quoi, parce que les professeurs sont pas du tout formés et l'équipe scolaire n'est pas du tout formée, que ce soit CPE, surveillant, etc. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, on vous interpelle là sur la formation des enseignants. Cécile semble la trouver insuffisante. Cécile a absolument raison sur un point, c'est que c'est pas du tout inné, même quand on est professeur, que de faire la distinction entre ce qui relève du harcèlement et puis ce qui relève d'une querelle sans gravité entre enfants. Et donc, du coup, c'est très important d'être formé à ça. On ne peut pas l'inventer. Oui, on n'est pas naturellement déceleurs de harcèlement. Exactement, c'est très compliqué ces choses-là. Et donc, du coup, oui, on a lancé en effet une démarche de formation. D'ici la fin de l'année 2016, nous avons 1500 formateurs qui sont en cours de formation pour pouvoir ensuite se déployer et former donc nos 300 000 enseignants normalement sur l'année qui vient. C'est très important. Je pense la formation qui est une formation à la fois pour une partie en présentiel où les formateurs se déplacent dans l'établissement et prennent du coup l'équipe ensemble, ce qui est très important, personnel enseignant et personnel non enseignant, parce que les CPE, les chefs d'établissement, les infirmières scolaires ont évidemment un rôle très important à jouer. Donc une partie en présentiel et une partie en ligne. Mais comme je vous écoutais avec attention, vous m'avez fait penser à quelque chose, c'est qu'on devrait sans doute développer aussi les formations pluridisciplinaires, transversales, c'est-à-dire par exemple avec des éducateurs qui interviennent, des animateurs qui interviennent sur le périscolaire par exemple. On pourrait les former en même temps que nos enseignants sur cette thématique du harcèlement. Ce serait très pertinent parce qu'on voit bien que le harcèlement se déroule aussi souvent au moment de la cantine, au moment, de l'étude ou que sais-je. Activités périscolaires. Et, donc autant qu'ils soient formés ensemble. Je voulais rajouter qu'un enfant va plus facilement se confier à un surveillant. Oui, puisque du coup, il va avoir moins de différence d'âge. Il peut s'identifier dans le surveillant en tant que grande sœur ou grand frère. Et c'est vrai qu'il va peut-être plus facilement se confier à lui. Donc c'est vrai que les 3/4 des surveillants maintenant sont obligés d'avoir le BAFA pour pouvoir travailler dans des écoles, etc. Très bien. Il y en a certains qui ne l'ont pas. Faire un petit rappel de temps en temps, c'est vrai que ce serait bien. Merci Cécile. Un autre appel au 32-16, celui de Grégory. Justement, on reste vraiment dans le même sujet. Il est conseiller d'orientation dans le Rhône. Conseiller d'éducation, pardon. Et il lui a mis en place des formations pour les délégués. Bonjour Grégory. Alors bonjour à vous Grégory. Vous êtes un précurseur, c'est-à-dire que vous avez déjà mis en place ce type de formation. Alors moi, je suis conseiller principal d'éducation dans un établissement privé du Rhône, de Lyon. On a mis en place des formations. Bonjour le Lyonnais. Bonjour. Il y a une Lyonnaise qui vous répond là. Oui, bien sûr. On a mis en place des choses évidemment. Alors on intervient. La première chose qu'on a mis en place, c'est au niveau des élèves. C'est une intervention qui est faite, Madame la ministre doit connaître, par les JAD, des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant. Qui interviennent au sein de nos établissements. Ils interviennent surtout en classe de 6e. Ils sont là pour justement expliquer les droits de l'enfant. Et il y a toute une partie qui concerne le harcèlement et qui est extrêmement importante. On a mis ça à la suite de soucis qu'on avait eu de harcèlement, évidemment, et il y a de cela 3-4 ans. Ce sont des formations qui sont extrêmement intéressantes parce que ce sont des formations qui sont faites par des intervenants extérieurs, extrêmement bien formés. Ce sont des jeunes en plus qui sont formés. Et donc du coup, il y a une proximité. On a aussi un intervenant d'une MJC du 6e arrondissement de Lyon qui vient nous expliquer aux jeunes le harcèlement, comment le dénoncer, comment en parler. Il s'adresse également, et ça c'est important, j'entendais très brièvement votre auditrice précédente, il s'adresse également aux profs. Oui, voilà, pardon. Il vient d'abord intervenir auprès des enseignants, et puis il intervient ensuite auprès des élèves. Mais il y a toute une part, quand on parle de harcèlement des élèves, on se concentre beaucoup sur la victime, évidemment c'est normal, et sur le harceleur. Ce qu'on oublie, c'est tout ce qu'il y a aux alentours, c'est les témoins, la minorité silencieuse. Et cette minorité silencieuse-là, il faut lui faire comprendre que
à l'avenir, la prochaine fois, il faut pas qu'elle reste silencieuse. Si ça doit se reproduire, il faut impérativement qu'elle intervienne. C'est son rôle, c'est extrêmement important pour moi pour que mes élèves comprennent ça en fait. Merci Grégory. Najat Vallaud-Belkacem, alors ça existe, c'est mis sur pied, ces brigades, si on peut dire, ces brigades anti-harcèlement. Oui, absolument. Alors, en termes de brigades, c'est-à-dire de professionnels ou de jeunes qu'on mobilise sur le sujet, il faut avoir à l'esprit qu'on a en gros 250 référents harcèlement sur l'ensemble du territoire. 250, ça peut presque paraître peu. En gros, ça fait 1 à 2 par académie et 1 à 2 par département. Mais ce sont des personnes ressources. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est peu. En réalité, il y en a plus que ça. C'est peu parce que, comme ils sont déclarés à la CNIL parce qu'ils reçoivent des informations nominatives, on ne pouvait pas avoir un vivier trop important. Mais au-delà de ces 250 personnes qui se consacrent clairement à conseiller les établissements, à répondre aux parents qui ont un problème, aussi une querelle avec l'établissement sur ce sujet, au-delà de ces 250, vous avez un tas de personnels qui aujourd'hui, dans chaque établissement, sont particulièrement mobilisés puisqu'on leur demande, et notamment les CPE d'ailleurs, comme monsieur vient de s'exprimer, puisqu'on demande aux établissements d'adopter des plans de prévention du harcèlement, c'est-à-dire un plan adopté par toute l'équipe où on sait qui fait quoi, à partir de quel diagnostic, quel protocole s'engage pour répondre, avec des documents que nous avons beaucoup travaillé avec beaucoup de chercheurs et d'experts ces dernières années, que nous mettons à disposition sur le site Non à harcèlement. Pour les professionnels. On peut peut-être en profiter pour rappeler le numéro vert, le 3020, oui, qui ça, permet c'est pour les parents, pour les parents qui cherchent des renseignements. On peut peut-être le rappeler à ce propos. Sûr. Peut-être juste d'un mot sur les parents, parce que là j'étais en train de vous expliquer comment on faisait avec nos personnels. Pardon, alors juste pour nos personnels, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon que tout à l'heure on disait qu'il fallait être formé pour déceler le harcèlement, c'est pas inné non plus de savoir comment réagir au harcèlement. Par exemple, il fut un temps où le chef d'établissement, du coup, informé d'un harcèlement, convoquait dans son bureau la victime et l'auteur ensemble. Et en fait, maintenant, on sait scientifiquement que tout ça, c'est terrible, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Donc, on a établi des protocoles bien précis de réaction au harcèlement pour nos professionnels. J'en viens maintenant aux parents. Les parents, d'abord, ils ont... dans les ressources qu'on a créées, ils ont la possibilité de demander à l'établissement s'ils sentent que leur enfant va mal et qu'ils pressentent que c'est du harcèlement, ce qu'on appelle une grille des signaux faibles. C'est-à-dire que, en gros, c'est un document qu'ils remplissent plusieurs jours d'affilée pour dire comment ils ont vu leur enfant revenir de l'école, etc. Et qu'ensuite, ils complètent lors d'un rendez-vous avec un membre de l'équipe de l'établissement. Ils complètent pour croiser les regards et voir si c'est bien du harcèlement qui est à l'œuvre. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un travail collaboratif en quelque sorte entre l'établissement et le parent, et comme ça, on trouve la solution la plus adaptée. Mais imaginons qu'un parent soit face à un établissement qui lui semble ne pas réagir suffisamment bien ou rapidement. Que le dialogue ne s'établit pas. Alors, le conseil que je donne aux parents en question, c'est d'appeler le 3020. Voilà, le numéro, c'est le 3020. Au bout du fil, vous n'avez pas simplement des conseillers téléphone, vous avez de vrais spécialistes, de vrais professionnels susceptibles d'abord de vous écouter, d'essayer d'identifier si c'est bien une situation de harcèlement ou autre chose. Et si c'est autre chose, ça peut aussi être grave, si c'est autre chose, mais en tout cas, il faut une prise en charge adaptée, donc il faut savoir si c'est du harcèlement. Et à partir de là, la personne que vous avez au bout du fil, le professionnel, se charge lui-même de faire l'intermédiaire entre l'établissement scolaire et vous. Et voilà, c'est ce protocole qu'on a mis en place qui me semble couvrir à peu près tous les cas. Et je terminerai juste en finissant sur les parents par leur rappeler, même si ça peut paraître toujours une solution de dernier recours, par leur rappeler qu'on peut aussi déposer plainte pour du harcèlement. Et il faut se rappeler que c'est un droit. Je l'ai fait introduire dans la loi du 4 août 2014, à l'époque où j'étais en charge des droits des femmes. Le harcèlement étant un délit, on peut porter plainte aujourd'hui. C'est utile de le rappeler. Élise nous appelle au 32-16, Roselyne, et là aussi c'est une histoire extrêmement intéressante. Élise, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Vous êtes poitevine et vous avez 22 ans. Donnez-nous votre témoignage. Alors en fait, j'ai été harcelée quand j'étais au lycée, en première et terminale. Et j'ai eu des gros soucis parce que mes parents ont fini par porter plainte en fait. Oui, parce que l'établissement ne réagissait pas en fait. Vous avez donc porté plainte et ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé que les garçons, parce que c'est des garçons qui m'ont harcelé, ont dû faire des stages
de comportement, enfin pour savoir comment se comporter en fait dans la société. Et ça s'est bien terminé. Vous n'avez pas été victime d'opérations, comment dirais-je, de rétorsion dans l'établissement. La principale voulait me virer, comme c'est un établissement privé en fait. Mais du coup, non. Enfin, le seul truc, c'est que comme j'avais un peu peur de recroiser ces garçons, je suis allée faire mes études assez loin de chez moi, parce que je viens du Jura et du coup, je suis allée faire mes études à Saint-Étienne. Ah bah c'est quand même pas la porte à côté. Voilà, tout à fait. Et dans l'année dernière, du coup, j'étais en master de sociologie et j'ai fait mon mémoire sur la prévention du harcèlement scolaire. Ça m'intéresse, mademoiselle. Najat Vallaud-Belkacem est intéressée par votre mémoire. Il faut lui envoyer, Élise. Vraiment. On va prendre vos coordonnées hors antenne pour que vous puissiez envoyer votre travail à la ministre. C'est pour ça aussi que je me suis permis d'appeler. Vous avez bien fait. On a fait la jonction. Et puis la démarche est quand même super intéressante. Elle a cherché à comprendre de ce dont elle avait été victime. Honnêtement, c'est impressionnant de courage, parce que ça suppose une capacité à dépasser ses souvenirs, son traumatisme. Bravo, Élise, vraiment. Ça a été super dur pour moi, mais ça m'a permis de comprendre que, d'enlever cette culpabilité que j'avais en fait. Et oui, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, les victimes qui se sentent coupables. C'est impressionnant. Et du coup, j'ai fait un stage du coup pour faire mon mémoire et j'ai travaillé avec la police et j'ai fait des interventions dans un collège pour faire de la prévention. Et maintenant vous animez des séances de prévention et pour combattre le harcèlement. Merci Élise de ce témoignage, de votre courage. Et alors rendez-vous est pris, on va prendre vos coordonnées. Je voulais juste dire qu'il faut faire de la prévention auprès des parents. Voilà, mais parce que les parents ne savent pas ce que c'est et ils s'en fichent tant qu'ils sont pas touchés en fait. Merci. Il y a du boulot de fait, mais il en reste encore à faire. Najat Vallaud-Belkacem, je crois qu'on a ce témoignage de la part de nos débatteurs. Un mot de conclusion. Oui, écoutez, si vous me permettez, même sur un sujet aussi douloureux et grave, je vais essayer de conclure de façon un petit peu optimiste malgré tout. Parce que dans quelques jours, je rendrai public les résultats d'une enquête internationale HSBC qui porte justement sur cette question du climat scolaire et des brimades, du harcèlement. Vous nous en donnez en quelque sorte une avant-première. Je vous les donne en avant-première parce qu'ils sont quand même très intéressants. Ça fait 20 ans que cette enquête existe et elle a lieu tous les 4 ans. Et donc elle est menée dans un certain nombre de pays. Eh bien, pour la première fois depuis 20 ans, la France connaît une baisse significative des brimades agies et subies, donc du harcèlement. Le mot brimade était le mot utilisé autrefois pour le harcèlement. On passe ainsi de 14% de collégiens qui se disaient victimes de harcèlement en 2010 à 12% en 2014. C'est une baisse de 2 points. Ça représente en gros, si vous prenez l'ensemble de nos collégiens, un peu plus de 60 000 enfants qui n'ont pas été victimes de harcèlement, là où il y a 4 ans, ils étaient comptabilisés. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que tout est réglé, parce qu'il y a encore des centaines de milliers d'enfants qui en souffrent, vous l'avez dit, mais je trouve que c'est très intéressant, et notamment le fait que cette baisse est particulièrement significative en classe de 6e, parce que c'est là qu'il y a le plus de harcèlement. Oui. Et en classe de 6e, on passe de 16% d'enfants victimes de harcèlement à 11%. Donc moi, je trouve que c'est quand même... ça veut dire que quand on travaille sur le climat scolaire, les plans de prévention que j'évoquais tout à l'heure, depuis 3 ans maintenant, eh bien, ça produit des effets et c'est une politique qu'il faut poursuivre avec constance. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous d'être venu dans notre studio de RMC. On vous attend tout de suite. Merci aussi sur RMC. À Justine Atlan de l'association e-Enfance. Et on va continuer. Alors, on va mettre les bouchées doubles contre le harcèlement.